tout le monde. Vous allez bien? Voilà ce que j'aime bien, la voix masculine quelque part. Ça nous montre qu'on est inclusif. Hein? Vous allez bien? Très en forme? Vous avez passé une bonne journée? On va commencer donc avec notre événement du jour. Moi, c'est Jenny Etsialakaza, je suis coordinatrice de VAB, VAB qui est Visage artistique du Burundi. J'ai eu donc l'immense privilège d'avoir auprès de moi des femmes vraiment très inspirantes qui sont dans le domaine culturel. Le thème du jour, comme vous tous ici le saviez, c'est financement et accès aux ressources. Donc, on va essayer de discuter sur les obstacles financiers et des inégalités d'accès aux ressources pour les femmes entrepreneurs dans le secteur culturel. J'espère que c'est un sujet qui nous touche non seulement nous les femmes, mais aussi les hommes qui sont donc dans le secteur culturel. Mais aussi, on ne va pas juste aborder le secteur culturel parce que je crois que tout entrepreneur, qu'il soit culturel ou pas, donc tout entrepreneur est touché par ces questions-là. On va commencer avec une petite présentation donc, de ces belles dames. On commence à l'extrémité. Petite présentation. Bonsoir à tous et merci à VAB pour l'invitation. Parce que moi, je suis ravie d'être à côté de ces femmes inspirantes et très inspirées aussi. Donc, je m'appelle Dorine Roulachitse, je dirige une structure qui s'appelle Africalia et qui est une structure de coopération culturelle belge basée à Bruxelles. Et nous opérons dans une douzaine de pays africains aujourd'hui, dont le Burundi. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci encore VAB pour l'invitation. Moi, c'est Katia Greta Iradukunda. Je dirige une entreprise qui est dans l'art et la conservation de l'environnement, plus spécifiquement dans la transformation des plantes envahissantes de jacinthe d'eau en objets d'art. Et je travaille particulièrement avec des femmes artisanes dans différentes provinces du Burundi. Merci beaucoup. Bonsoir Etsi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et je souligne bien que même si tu ne m'avais pas invitée, je me serais incrustée. Donc, merci. Ok, c'est bien noté. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Moi, c'est Karine Kanderi. Je fais partie des femmes entrepreneurs qui sont dans cette maison qui s'appelle Tunashea. Et dans notre entreprise, je dirais notre spécialité, c'est la production de produits et de services artistiques et culturels, mais qui sont, je dirais, respectueux de l'environnement. Donc, on fabrique des jeux et des jouets pour enfants en bois. On transforme les calebasses, la calebasse burundaise ou bien africaine, qui s'appelle Umukuza, en abat-jour. On peint. Je travaille avec des artistes, des artisans peintres. Le tableau qui est derrière, on est témoin. Oui, on est témoin. Et voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup pour l'invitation, madame. Ok. Moi, je réponds au nom de Nadège Nyongabo. Dans la vie de tous les jours, je suis professeure d'université, mais je suis aussi la directrice de HR Consulting. C'est un cabinet conseil en stratégie et management des ressources humaines. Mais récemment, j'ai lancé un concept qui aide les femmes à gagner la visibilité dans ce qu'elles font. Et je pense que pour le moment, c'est tout comme présentation. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez déjà entendu les profils de ces différentes dames qu'on a ici. Des profils que je crois vont nous permettre vraiment d'aborder notre thématique d'aujourd'hui. On va commencer donc par Katia, la plus jeune, je crois. Non, plus jeune ne dit pas que tu n'as pas encore fait des exploits. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est vrai, tu es la plus jeune, mais vraiment avec une expérience qui est à admirer, à encourager. La première question, c'est quels sont vraiment les principaux obstacles financiers auxquels les femmes entrepreneurs dans le secteur culturel sont confrontées? Merci Elsie pour la question. De mon point de vue, les problèmes d'accès au financement pour les femmes dans le secteur culturel
Premièrement, c'est comme une répétition, mais c'est l'accès au financement qui n'est pas directement lié au secteur culturel, mais qui vient toucher toutes les femmes entrepreneurs, tous les entrepreneurs. Mais la différence, c'est que le secteur culturel est un domaine très complexe. C'est un domaine complexe, incompris, si on est dans le contexte burundais, où ce qui fait que l'accès au financement ou l'accès au capital de démarrage pour les femmes entrepreneurs dans le secteur culturel devient plus difficile avec les financements traditionnels déjà existants, les banques, les institutions de microfinance et tout, qui vont peut-être nous demander des hypothèques, des avalisations, par exemple, qui vont venir nous freiner. Il y a aussi le côté de défi de monétisation du secteur culturel. Comment je pourrais expliquer ça? Les gens classent comme le secteur culturel comme quelque chose de subjectif pour donner la valeur au secteur culturel qui revient à un secteur subjectif, à un aspect subjectif qui freine les investissements, qui freine les appuis financiers, qui freine l'accès au financement. On va aussi parler des préjugés sur le secteur culturel au Burundi, c'est ubukorikori, c'est ubugenegene, c'est taxé, c'est péjoratif. C'est péjoratif, qui vient aussi freiner cet accès au financement. Quel est le rendement? Est-ce que vraiment ce secteur va être porteur pour ceux qui pourraient financer ou même dans tout ce qui est monétisation et tout, parce que c'est au Bukorikori, c'est la monétisation. Pour moi, notre défi, c'est le défi d'exportation du secteur culturel au Burundi. Nous vivons dans un pays qui en voie de développement, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat n'est pas assez évident, que les gens peut-être vont aller plus vers les besoins fondamentaux, mais qui est un secteur culturel, par les produits culturels que nous offrons, les différents produits qui peuvent être exportés ailleurs et appréciés et achetés selon le... Et je pense que nous avons encore déjà ce manque de l'accès à l'exportation de nos produits culturels. Oui, je dirais que c'est un peu ça. Je ne sais pas. Jusque-là, je vais me limiter à ça. Okay. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment très intéressant donc, avec la réponse que tu viens de nous donner. On a entendu donc, tous les défis qu'il peuvent y avoir, que ce soit donc, au secteur culturel qui est très complexe, au défi de monétisation et tout, donc où le secteur culturel est vraiment donc, très subjectif avec tout ce qu'il y a de préjugés. Karine, tu es déjà dans le secteur, ça fait quelques années que tu opères là-bas. Qu'en est-il vraiment donc, d'entreprendre lorsque tu es une femme et au Burundi? Est-ce facile? Ok, je pense qu'entreprendre au Burundi, facile, c'est trop dire, c'est trop dire. Je dirais que c'est au Burundi, entreprendre en tant que femme, c'est possible. Ça devient facile peut-être par rapport à l'expérience qu'une femme a eue déjà avant d'entreprendre. Ça dépend de l'éducation de la femme ou de la fille. C'est-à-dire, par exemple, quand au Burundi, tu as grandi dans une famille où la majorité de... Bon, tu as des frères, par exemple, et pour un Burundais entreprendre quand tu es un garçon, je dirais c'est plus facile. Mais il y a peu de familles qui déjà je dirais quand une jeune fille ou un jeune garçon à l'âge de 18 ans qui te disent écoute, tu peux, si tu as un talent ou bien si tu as un rêve particulier, écoute, tu peux transformer ça en une entreprise. Et je dirais, ça dépend de l'éducation et de l'expérience que tu as. Mais au niveau administratif, déjà, le gouvernement
a mis en place certaines facilités. Par exemple, l'ancien appui maintenant ADB, oui, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'Internet, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'était il y a 3 ans de se faire enregistrer et d'avoir les papiers qu'il faut pour avoir une entreprise qui est légalement reconnue. Je dirais, non seulement l'État, mais les ONG, partout, il y a des campagnes de sensibilisation qui vraiment poussent les femmes et les filles à entreprendre. Il y a, je pense qu'il y a 1 année ou 2 ans, il y a eu la création de la Banque des femmes. Il y a eu la création de la Banque des jeunes qui aussi vraiment encourage et facilite quand même l'accès au financement et surtout des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et enfin, je dirais que le chômage, quand même, le taux de chômage qui va en croissant, ça ne rend pas les choses faciles, mais ça nous pousse à entreprendre. Voilà, merci. À entreprendre. Ok, donc il y a le chômage qui va pousser tout le monde à devenir des entrepreneurs, même si des fois ils ne sont pas tous nés entrepreneurs. Mais bon, ça va rester entre parenthèses. Mais une question, là derrière, vous nous entendez bien? Super, on va continuer. Je voulais savoir si vous êtes là. On va continuer avec Madame Dorine. On vient d'entendre que c'est vrai, entreprendre au Burundi, c'est possible, c'est faisable. Donc, avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, avec toutes les campagnes de sensibilisation, de mettre en avant des femmes, on aime bien mentionner candidature féminine encouragée. Donc, vous qui êtes à Africalia, quels sont les critères que vous utilisez pour sélectionner les structures que vous accompagnez en Afrique? Est-ce que vraiment l'aspect genre est mis en évidence? Merci pour la question. J'ai craint que je vais avoir toutes les questions au financement parce que je suis un partenaire, mais j'ai aussi des réponses au niveau technique, aussi ça m'arrive. Hein. Okay. Nous, on n'a pas des programmes spécifiques genre, c'est pas le but. Mais comme on est un partenaire de coopération et développement, c'est évidemment une préoccupation majeure dans la plupart des programmes qu'on met en œuvre. Et donc, on va avoir une attention particulière à travers ces programmes, mais surtout par rapport à la représentativité qu'il peut y avoir des femmes dans les structures qu'on accompagne. Moi, je dis souvent aux opérateurs qui me disent « Oui, mais non, il y a des femmes, tu sais. » Je dis « Oui, mais elles balayent, je suppose. Elles font la cuisine, je suppose. » Moi, je te parle de... Elles sont dans le conseil d'administration. Est-ce qu'elles font la comptabilité? Est-ce qu'elles sont à la communication? Est-ce qu'elles gèrent ta structure? C'est ça les questions qu'on va poser. Et c'est là où on veut faire monter les femmes à un niveau de responsabilité. Et donc... On n'est pas en disant ça doit absolument être une structure qui est gérée par une femme, qui a été initiée par une femme. Mais par contre, en termes de représentativité, au niveau des instances, est-ce que cette parité-là, au moins, bon, au-delà de la parité totale, disons au moins 30 à 40%, est-ce qu'elle est représentative à des postes de responsabilité? Et c'est à cet endroit-là que nous, on va travailler. On travaille aussi à établir des chartes genre avec les opérateurs culturels avec lesquels on accompagne, pas simplement pour en signer une, mais on l'écrit ensemble dans la mesure où il faudrait pouvoir l'implémenter, la respecter dans les différents programmes qu'on met en œuvre, ou en tout cas ce que chaque entreprise ou opérateur culturel développe au sein de sa structure. Donc voilà, c'est plutôt des éléments comme celui-ci, mais on n'a jamais développé jusqu'à maintenant un programme spécial femmes à cet endroit-là, parce qu'au-delà de ça, on a encore tellement d'autres points d'intérêt par rapport au handicap, par rapport à plein de choses, et où cette accessibilité-là aussi, elle doit être envisagée dans les programmes qu'on met en place. Parce qu'on est sur la question d'industrie culturelle et créative, de culture et développement, comment favoriser l'accès à tout un chacun. Et donc, évidemment, entre en compte un certain paramètre d'accessibilité, dont le public au niveau genre, handicap, et toutes ces questions-là qui se posent à un moment donné quand on met en œuvre ces programmes. Donc voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Dorine. Donc, on a compris qu'il y a cette
le fait d'instaurer le cher Jean donc, dans toutes les entreprises que vous parvenez à accompagner. Et c'est là que je veux revenir chez Madame Nadège. Donc, elle vient de nous parler donc comment elles peuvent vraiment pousser les entreprises à instaurer donc le charte Jean, mais sans toutefois vraiment qu'elles aient un programme spécifique des femmes. C'est là que je reviens vers vous. Comment votre entreprise aborde-t-elle la question de financement et de l'accès aux ressources pour les femmes entrepreneurs? Merci beaucoup pour la question. Comme je vous ai dit, j'ai un cabinet de conseil en stratégie développement des ressources humaines. Lorsque nous parlons des financements, il y a deux volets. Il y a un volet un financement par des bailleurs, mais il y a aussi le côté le banquier. Tantôt, Madame Katia parlait des barrières qui sont autour de la femme en fait qui entre en entrepreneuriat de façon générale. Comme vous le savez au Burundi, j'aime bien dire que par rapport à là où on était, il y a eu des avancées. Mais sans toutefois oublier que quand nous parlons de la femme burundaise, nous généralisons. Nous parlons de cette mère, de cette épouse, de cette mère, de cette jeune fille. Aujourd'hui, la fille burundaise n'hérite pas de son père jusqu'à ce que la loi change. Et si nous regardons la place de la femme dans le foyer au Burundi, she's not a decision maker. Elle peut peut-être participer à la prise de décision, mais ce n'est pas elle qui peut prendre des décisions et dire il faut peut-être chercher un financement pour tel projet. Donc, tout ça font que quand nous parlons d'un financement du côté de la banque, la femme va avoir du mal à trouver quelque chose à hypothéquer pour la banque parce que les banques ne vont pas te donner de l'argent juste parce que tu fais le business, mais elle a besoin d'assurance. La femme burundaise va se trouver un peu, je dirais, marginalisée par rapport à ça, à l'accès au crédit, du fait qu'elle n'a pas accès à ce financement. Mais j'aime bien dire, je l'ai tantôt dit à mes étudiants, que peu importe le secteur dans lequel tu travailles, les structures seront toujours là. Mais nous devons toujours apprendre à comment contourner ces structures pour pouvoir arriver à ce que nous voulons. J'ai été impressionnée par ce qu'elle me disait, madame, que vous avez décidé de travailler ensemble. Par exemple, ça répond à beaucoup de questions auxquelles les femmes entrepreneurs font face. Alors aujourd'hui, si nous disons que la femme n'a pas accès au financement facilement, je ne vais pas dire que let's sit together as women and feel sorry for ourselves. Let's think about how we can do kugira ngo dushikane nos rêves quelque part. Chez HR Consulting, alors ce qu'on a fait, et qui nous a fait, on a mis en place une plateforme qui peut aider ces femmes qui sont au stage il y a start-up, kumenyekanisha ce qu'elles sont en train de faire. Parce que c'est là, je dirais, des contraintes kuko le prix, murazi prix y'umu journaliste kugira nze gukuvra événement yiwawe, c'est beaucoup d'argent. L'autre élément auquel chaka consiste ko cyane hariho ukuntu twese tuja mu business dufise ifoto nini cyane de ce que nous voulons faire n'ivyo tuzokunguka. Ugasanga business yiwawe ntunayizi. Wariyumviriye ngo mbe so produit que je mets sur le marché ce tableau, mon client ni inde. Aba hehe, pourquoi il a besoin de ce tableau? Aganya ngahe? Kubera iki mu matableau yose ari ibujumbura yo guri tableau wanje. Niho twintervena tukagira ama formation vraiment from stage ya startup. Business ya urayizanye kuri marché y'u Burundi. Kubera iki bibaza ko tuzoyifata. Hama ichaka bica tugira no kubafasha kwelabora ama business plan. Kuko kenshi hari aho tubona dakenewe kwera necessaire muvugo tarazimvye ibiki nibiki mugabo sans business plan uratangura business ya mbere
ukayugara kandi hari aho yugara yari kiri muri période biri normal kuri kurakora uko donc tubafasha dans le sens y'aya ma formation no kubafasha kuganya visibilité aussi no kuba connecter avec les banques qui offrent plus je dirais hariho amabanki pour le moment turiko turakorana atanga amafinancement spécifique ku ma start-up y'abadamu. Merci beaucoup. Donc vous leur servez de garant? Non. Voilà, mise en relation, pas de gants. Okay. Je voulais bien éclaircir cela. Non. Parce qu'il y a ceux qui pourraient comprendre autre chose. Non. Okay. Oui. Please. En fait, je vous dis ça parce que même la vidéo sera transmise en ligne. Donc, il ne faudrait pas que demain, vous ayez donc, des appels en vous disant « Oui, on a vu votre vidéo. » Vous disiez que vous allez nous mettre en relation avec les banques et tout. Ouais. Après, si je peux me permettre, son travail est très important parce que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, mais le nerf de la guerre reste la question de l'accès à l'information. Ou trouver une information pour se faire appuyer, accompagner, et toute la question après au niveau de la promotion. Mais aussi, si on a la garantie de quelqu'un qui a déjà des entrées dans des institutions financières ou ailleurs, parce que franchement, on peut aller taper à la porte, mais on est nobody. Donc, au fait, par contre, s'il y a quelqu'un qui est garant, qui a déjà une notoriété, crédibilité, parce qu'ils ont une relation avec, elle nous ouvre la porte, mais elle s'assure elle-même que notre produit est bankable et que ça vaut la peine de nous mettre en relation avec une institution financière. Donc, à cet endroit-là aussi, des structures comme la sienne sont super importantes parce que c'est pas à la mesure de toute femme de pouvoir aussi oser. Donc, on va revenir sur ces questions aussi de leadership et de positionnement, de pouvoir oser franchir ce pas aussi. Donc, c'est important d'être accompagné aussi à cet endroit-là. Ok, merci beaucoup. On va continuer avec Katia, donc, qui nous disait avec... l'accès au financement donc, pour les femmes du secteur culturel qui est très complexe. Donc, avec tous les défis que tu nous as dit, quelles sont les initiatives ou quels sont les modèles de financement donc, alternatifs qui pourraient aider à surmonter ces obstacles? Merci. De mon expérience, pour moi, ce serait, comme on a dit qu'il y a des obstacles. Et Madame Ladej l'a souligné, il faut les contourner. De ma part, un des aspects à contourner ces obstacles, par exemple, c'est la mise en place des réseaux de femmes et les réseaux de femmes dans le secteur de la culture. Je ne sais pas s'il en existe, mais à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a pas ici au Burundi assez forte. Pourquoi ces réseaux de femmes? Un réseau ou des réseaux de femmes bien structurés pour pouvoir, premièrement, canaliser tout ce qui est renforcement de compétences. On en a beaucoup parlé. Les entrepreneurs ont besoin de compétences, de savoir, de connaissances. Comment faire en sorte que ces compétences arrivent directement aux entrepreneurs? C'est vraiment les réseaux de femmes pourraient contribuer à ça. Les financements. Les appuis financiers simples en tant que bailleur, l'accès à des crédits par exemple communs, ça s'appelle commun ou partagé, donc l'accès à des crédits parce qu'on a déjà ce réseau-là et aussi qui pourrait permettre aussi le partage d'opportunités, donc le partage d'opportunités, le partage de charges, comme on l'a dit ici à Tunashea, on a un très bel espace que, par exemple, moi, je n'aurais pas pu me donner toute seule ou Canderis, mais en partageant, on a un espace. Donc, ça, c'est un des aspects. Et pour moi aussi, il y a d'autres modèles qui sont en train de naître ailleurs. Par exemple, des plateformes bien précis qui permettent aux personnes qui veulent financer dans le secteur culturel à être là. Ça devient à penser qui serait le garant de son fonds ou de cette plateforme, mais c'est vraiment aussi pour permettre aux gens qui sont prêts à investir dans ces domaines-là de savoir où est-ce que se diriger. Donc, où est-ce que se diriger? C'est ça. Et le reste, c'est vraiment des plaidoyers auprès des institutions financières, des systèmes financiers traditionnels, de créer des produits financiers adaptés aux femmes entrepreneurs ou adaptés aux personnes qui sont dans le secteur culturel. Je sais qu'il y a des experts là-bas.
et qu'il serait mieux adapté à trouver des solutions et qui en existent pour permettre aussi d'autres systèmes de financement à l'intérieur même de ces systèmes de financement traditionnels. Donc, pour moi, pour moi, ce sont c'est d'autres alternatives pour contourner ces barrières de financement. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tunashia, c'est le concept mis en place par VAB où on a essayé de mettre ensemble, donc créer une sorte de hub où on met ensemble donc des entrepreneurs culturels et donc we share everything. Comme on aime bien le dire ici à l'intérieur, on partage tout, donc tout ce qui est projet, tout ce qui est maison, tout ce qui est espace, donc même le café s'il le faut. Tout ce qui est facture aussi. Donc, ouais, ça c'est sûr. Donc, on partage tout. Alors, avec tout ce que tu viens de dire, vraiment, c'est très intéressant. Mettre en place le réseau des femmes. Là, vraiment, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et pourquoi pas les femmes qui sont ici, j'espère bien que vous avez bien entendu. Si on commençait maintenant, donc avec le réseau, ça pourrait naître d'ici, qui sait. Mais ça, on va en parler après. Karine, on vient de dire que donc il faut contourner tous ces obstacles. Il faut essayer vraiment de mettre en place des réseaux des femmes où les femmes vraiment on pourrait savoir où les trouver, être accessibles et tout. Mais une question que j'aimerais savoir, quelles sont les sources de financement qui sont le plus accessibles pour les femmes qui sont dans les industries culturelles et créatives? Je dirais, sans me tromper, que le PASAC, le projet européen d'appui au secteur culturel et artistique, a vraiment été le premier financement spécifique à l'art et à la culture. De mon expérience, ce projet a été lancé. Ça faisait juste une année que j'avais ouvert mon entreprise. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ah, Karine, tu t'es pas trompée. Tu t'es pas trompée. Ce que tu es en train de faire, c'est possible. Ça a un nom. Moi, je savais même pas que ce que je faisais, ça entrait dans les industries culturelles et créatives. On a appris ça dans les formations qu'on a eues avec le PASAC. Je n'avais jamais eu... je n'avais jamais été... au Sénégal, je dirais, le Dakar, c'est la capitale, bien c'est le pays artistique au plus. Et c'est avec le projet PASAC que c'était une bourse de mobilité. On a été avec cinq autres artistes et entrepreneurs. On a vraiment, le constat a été unanime. C'était mais c'est possible ce qu'on fait. Ailleurs, ça rapporte de l'argent. Ailleurs, ils sont déjà à un niveau vraiment supérieur. Et on a vraiment, après cette bourse de mobilité, on s'est tous dit, waouh, c'est possible de faire ça au bon. C'est possible qu'on aille de l'avant et qu'on réussisse ce qu'on est en train de faire. Et il y a d'autres financements ici au Burundi qui ne sont pas spécifiques à la culture. Par exemple, le paillage, c'est vraiment accessible aux jeunes, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Il y a certains projets ou bien qui sont... Ce ne sont pas des projets, ce sont des financements en forme de concours. Par exemple, moi et Katia, on s'est rencontrés à travers le concours qui est financé par le PNUD, Innovation Week. Ce n'est pas spécifique vraiment à la culture et à l'art, mais en tout cas, ça nous a tous propulsés. Il y a aussi d'autres financements qui sont pour la majorité faits par l'Union européenne. C'est pas vraiment l'Union européenne. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux vraiment. Ils financent. Ils sont actuellement vraiment en train de financer beaucoup de projets culturels et artistiques. Je pense que c'était l'année passée. Il y a la Banque mondiale qui a
qui est en train de, je pense, cette année, qui est en train de collecter des informations, qui a dit, en fait, le secteur artistique et culturel, c'est vraiment un puissant moteur économique, il faut vraiment qu'on s'investisse dedans. Et je pense que si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, qui vont vraiment investir des fonds dans le secteur artistique et culturel. Et voilà, bon, je crois quand même que le gouvernement burundais aussi appuie, bon, c'est pas appuyé, c'est lui qui permet tout ce qu'on est en train de faire. Et, mais je dirais vraiment, chapeau vraiment au PASAC et à l'Union européenne qui a vraiment été le premier bailleur qui a vraiment été le premier à vraiment mettre le paquet, à nous faire croire, et nous y croyons, que l'art et la culture, ici au Burundi, c'est un secteur qui est prometteur. Merci beaucoup. T'inquiète, je vais venir vers vous. Donc, j'espère que tu seras là demain. J'en profite pour en parler à tout le monde. Demain, il y a clôture du PASAC. Donc, je crois que si on parle de PASAC, il vaut mieux donner la parole à Madame Dorine. On parle de PASAC. Donc, Africalia, une des organisations qui font partie du consortium qui ont mis en place le PASAC. C'est vrai, donc on vient de parler donc, que le PASAC a été vraiment un des grands projets qui vraiment, comment dirais-je, ont éveillé les artistes, ont éveillé le secteur culturel. Mais donc, c'est vrai, tu nous en parles un peu plus avec le PASAC, mais est-ce qu'il y avait des mesures qui étaient vraiment mises en place pour garantir un accès équitable aux ressources pour les femmes qui travaillent dans les ICC ici au Burundi? Alors, merci Karine. Moi, je réagissais plutôt à la fin de son intervention quand elle dit il y a vraiment une prise de conscience que oui, au fait, être dans le secteur des ICC, ou en tout cas dans le secteur culturel et artistique, on peut en vivre et que ça peut rapporter et contribuer à tellement de niveaux au niveau du développement d'un pays, mais d'abord de soi, son entreprise et tout ce qu'on peut irriguer quelque part autour de nous. Moi, c'était surtout ça, parce que quelque part, quand l'Union européenne nous demande de mettre en œuvre ce projet d'appui au secteur de la culture au Burundi, la question était vraiment de comment est-ce qu'on peut redynamiser un secteur culturel et créatif ici au Burundi. Et donc, toutes les questions se sont posées, parce que où est-ce qu'on commence? Donc, heureusement, ils avaient lancé une étude au préalable afin de faire l'analyse, un état des lieux quelque part du secteur culturel au Burundi, qui a fait un certain nombre de constats, mais surtout le constat qu'il y avait vraiment un potentiel créatif très important au Burundi et qu'il fallait y investir. Mais évidemment, il y avait la question de l'accès au financement, des équipements culturels, de la problématique des ressources humaines qui n'est pas des moindres. Je pense que si on devait s'attaquer à un seul des problèmes, c'est peut-être là qu'il faudrait vraiment investir, parce que les ressources humaines sont la clé au fait de tout. Après, une fois que les gens sont équipés, outillés, ils peuvent travailler, aller chercher les financements, former les autres, mener des activités de plaidoyer. Donc voilà. Et je pense que la mission, en tout cas, d'être catalyseur, de pouvoir avoir quelque part des têtes de pont sur lesquelles on a investi de manière à pouvoir relancer ce secteur, apporter ses fruits, et surtout parce que l'axe star de ce projet, c'était quand même les bourses de mobilité, donc l'accès au marché créatif. Et pour nous, c'était très important de le mettre en place dans le cadre de ce programme. On le fait de manière générale dans les programmes d'Africalia, mais au Burundi, c'était important parce que on part aussi d'un endroit où on est un peu enclavé, les gens ne sortent pas beaucoup, et que c'était important que les artistes et les opérateurs culturels sortent du pays pour aller voir ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir aussi créer des réseaux ailleurs, de manière à pouvoir revenir ici et voir comment implémenter et lancer des choses, pas qui le faisaient mal, mais c'est juste de gagner en qualité quelque part. Et donc, c'était assez important pour nous de pouvoir privilégier cet axe-là dans le PASAC. Alors, oui, il y avait une demande très forte de l'Union européenne d'avoir une attention de nouveau très particulière par rapport à la question du genre, mais on l'a fait dans l'optique Africalia, c'est-à-dire parce que oui, la plupart du temps, quand on lançait des appels,
C'était que des hommes qui répondaient. Donc, il a vraiment fallu aller chercher ces femmes et leur dire non, c'est possible, ces places vous sont dues aussi. Et qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre place dans ce type de formation. Et donc, c'est convaincre. Mais c'est mettre en place aussi tous des dispositifs, on le fait dans PASSAC ou même ailleurs, où moi je sais dans d'autres programmes, on aborde la question aussi de la santé et du bien-être au fait, parce qu'on ne doit pas oublier que ces femmes, l'air de rien, quand bien même elles sont entrepreneurs, elles ont aussi une entreprise qui s'appelle l'entreprise familiale, qu'il faut gérer, et le temps qu'elles sont dans l'entreprise, mais qui s'occupe des enfants? Et donc, c'est une question aussi qu'il faut aborder quand on commence un parcours d'incubation pour les femmes. Et la question, par exemple, de à quelle heure est-ce que tu vas mettre les modules d'entrepreneuriat? Si tu les mets le soir, c'est le soir, les enfants sont là, il faut faire les devoirs, il faut laver, il faut manger. C'est une hérésie de les mettre le soir. Donc, il y a plein de questions comme ça que tu dois prendre en compte quand tu mets en place des parcours d'incubation. Donc, voilà. Ou même quand... après, ici, on avait fait l'accès au marché créatif. C'était déjà des marchés qui existaient, donc on ne pouvait pas les changer comment dirais-je, de date, de période. Mais par exemple, dans d'autres programmes, quand c'est des bourses de mobilité, mais pas forcément dans des marchés créatifs, on évite, par exemple, la question le moment des vacances. C'est une question qu'on pose aux femmes. Si tu devais partir, tu dois t'absenter. C'est 3, 4 jours, 5 jours. Qu'est-ce qui est possible pour toi? Est-ce que c'est pendant les vacances? Est-ce que c'est quand ils sont à l'école? Comment tu fais? C'est toutes des questions auxquelles tu dois vraiment faire attention quand tu mets en place des programmes et de manière à leur donner toutes les clés de réussite et qu'elles ne soient pas bloquées par ce type de questions. Mais donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un petit peu perdue. Mais en gros, oui, il y avait une attention particulière par rapport à la question du genre, que ce soit pour l'axe entrepreneurial, que ce soit pour tous les autres axes qu'on a développés au niveau des renforcements de capacités, mais aussi pour les marchés créatifs, on ne voulait pas que ce soit que des hommes qui partent à Rabat, à Ouaga, à Dakar. Non, c'était pas possible. Donc voilà, on a réussi à avoir plus ou moins une parité ou du moins 30% de participation féminine. C'était très important pour nous. Et alors, je suis désolée pour ces messieurs, mais c'est celles qui en parlent le mieux. Ce sont les femmes. Ok. Donc voilà. Ouais. Il y a un jour, j'ai entendu dire, c'est vrai, on essaie de donner donc cette parité à des femmes burundaises, mais la plupart du temps, c'est que ces femmes ne postulent pas. Donc, comment on va essayer d'avoir 50% des femmes alors que même ces femmes n'ont pas postulé? Mais moi, je pense que ce qui est très important dans ce qui est en train de ce qui est en train de se passer sur le continent et aussi au Burundi, c'est les role models. Si on n'en a pas, c'est très compliqué pour quelqu'un de se projeter. Moi qui suis en Belgique, je suis une des premières femmes noires à diriger une institution comme Africalia. Bravo. Et donc, merci. Mais donc, autant avant, je le refusais parce que beaucoup de travail ou tout ça et tout, mais je me rends compte que toutes les autres jeunes filles des diasporas, burundaises et autres, si j'accepte pas d'aller témoigner dans on nous invite à des forats ou à autres, pour qu'elles puissent se projeter, qu'elles peuvent aussi être à cet endroit-là, que c'est pas une exception. Je ne suis pas une exception. Et je pense que dans le volet ici entrepreneurial, que ce soit au Burundi ou ailleurs, ou même directrice, gérer sa propre boîte de consulting, si on ne nous entend pas, si on ne nous voit pas, et que ces jeunes filles ne nous voient pas, comment est-ce qu'elles peuvent se projeter et rêver qu'elles peuvent être à cet endroit un jour ou l'autre? Donc c'est important de continuer ce genre de choses que tu fais aujourd'hui, pas seulement au mois de mars, tous les jours de l'année, et en plus, de nouveau, de ne pas considérer les hommes comme étant des ennemis, mais au contraire, des gens qui vont nous aider à changer les choses et l'image qu'on peut projeter. Moi, je trouve ça très important. En tout cas, c'est une des modalités que moi, je prône d'avoir des role models, mais je le fais pour les femmes, mais je le fais aussi dans le secteur culturel, parce que même tous ces jeunes qu'on accompagne, si je n'amène pas des metteurs en scène, des réalisateurs ou réalisatrices, des sculpteurs ou des sculptrices ou autres qui sont du continent africain, qui ont réussi chez eux, s'ils ne les voient pas, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est possible d'y arriver. Et donc moi, je trouve que cet élément-là est important et c'est quelque chose qu'il faut continuer. Si j'avais les moyens, je ferais plein de capsules vidéo et qu'on irriguerait les réseaux sociaux, parce qu'il faut que les gens rêvent. Et pour rêver, il faut apprendre à se projeter. Et il faut qu'il y ait des gens qui te donnent l'espoir que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Je crois vraiment... Vous allez rentrer inspiré aujourd'hui, donc
Merci beaucoup, Madame Dorine. On va continuer donc pour ne pas nous perdre dans notre thématique. Donc, et elle vient de dire, Dorine, que il y a le fait vraiment d'avoir la problématique des ressources humaines. C'est là que je reviens vers vous, Madame Nadège. Donc, pour les ressources humaines, croyez-vous que le facteur genre influence l'accès aux ressources? Donc, c'est vrai, on a les ressources humaines et les ressources financières. Je pense que votre question, c'est par rapport au fait que c'est le fait d'accéder à un emploi quelconque peut être lié au fait d'être un homme ou une femme. Et le fait d'avoir accès au financement, c'est lié au fait d'être un homme ou une femme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui ne nous permettait pas. Il était du genre, à chaque fois qu'il nous trouvait en train de balayer la maison, de faire la vaisselle, la lessive, il nous disait à chaque fois, c'était plus... Quoique quand maman nous avait trouvé qu'on n'avait pas fait la vaisselle, elle nous frappait. Donc, c'était... on était entre deux mondes. Un père qui ne comprenait pas l'utilité de faire ça et la mère qui nous poussait toujours à faire ça. Alors, je pense que tout commence par l'éducation. As long as nous grandissons en ayant... en se projetant, moi, j'ai envie d'être directrice. It's an example. Moi, quand j'ai fait mes études, et mon père m'avait tellement dit que, en tout cas, le plus petit boulot, c'était la présidence, tu vois. Alors, j'avais déjà dans ma tête que j'avais pas droit à l'erreur, tu vois. Donc, c'est quoi que j'essaie de dire? Il faudrait pas que nous nous sentions comme des victimes, que les seuls boulots qui sont faits pour vous, pour nous, c'est les petits boulots. Mais il faut que nous ayons cette volonté, en fait, d'aller vers ces choses. Moi, après mes études, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mariée directement, sans travail. Sans travail. Après le mariage, premier enfant. Vous voyez, tu as grandi et tu disais quand même, moi... Et après, j'ai mes rêves et tout. Voilà, tu as tout fait, tu as été première de la classe, tu avais tout pour toi, et après tu te maries. Et j'insiste sur ça parce que c'est la culture burundaise. Après les études, il y a une horloge, on stresse. Donc, je me marie, j'ai mon premier enfant. Avec tous les rêves que j'avais en tant que fille, je les ai mis de côté parce que la société, moi-même, les circonstances, je me disais, en fait, ça, c'est pas pour moi. Il m'a fallu du temps et c'est important de se mettre to catch up with people who are becoming what you come to become. Essayer de voir qu'est-ce que les autres femmes sont en train de faire. Mais finalement, est-ce que moi, étant mère de 6 enfants comme ça, moi, j'ai fait mon master parce que je ne pouvais pas être enseignante, je ne pouvais pas être considérée sans diplôme. J'ai fait mon master avec mon premier enfant. Et je suis tombée enceinte alors que j'étais en train de faire mes études de master. Et je savais que je n'avais pas droit à l'erreur. Pour avoir accès à ces financements et pour avoir accès à ces postes, il faut être la femme qui se démarque. N'attends pas que tu sois la femme qui va être choisie parce que tu es une femme. Sois une femme dont on a besoin. Des fois, moi, je fais des recrutements. J'ai envie de donner ces postes à des femmes, mais quand c'est question de compétences, je cherche et je ne trouve pas, et ça m'attriste. Donc, dans l'assemblée, j'ai vu des jeunes filles oser rêver grand et travailler pour ça. Merci pour la question. Wow. Donc, rêver grand et travailler pour ça. OK. Il faut se démarquer. Donc, ça, là, je crois que déjà, sur le plateau, on a déjà des femmes qui se démarquent. C'est ça qui est déjà bien. Donc, Katia, toi qui es déjà une jeune femme qui se démarque dans le secteur avec vraiment donc, de grands projets, avec
Voilà, avec beaucoup de prix, beaucoup de voyages. Donc, aujourd'hui, elle n'est plus nationale, elle est internationale. Mais quand même, parce que c'est une vraie Burundaise, l'humilité reste là. On l'accepte comme ça. On l'applaudit quand même pour Katia. Dans ta présentation, tu as bien mentionné que tu travailles vraiment beaucoup plus avec des femmes. Donc, les artisans que tu engages, ce sont juste des femmes. Il n'y a pas d'hommes dedans? Ou bien quelquefois, lorsqu'il faut? Moi, comme mes produits sont fabriqués du secteur de la vannerie, il n'y a pas beaucoup. Bon, disons, l'histoire est comme ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne savais pas tresser. J'avais un défi qui était les plantes envahissantes de Jacinto, que j'avais vu la solution qu'on pouvait les tresser. Donc, j'ai pas les compétences. Je cherche des artisans et ce sont des hommes. Ce sont des hommes et je leur donne la plante de Jacinto qui est séchée, qui est déjà préparée pour ça. Et je leur montre des photos. Est-ce que je les challenge? Est-ce que vous pouvez tresser ce truc? Parce que pour eux, c'était un truc. Et ils allaient et ils testaient. Et vraiment, je vous dis que le résultat, il était bon. J'aimais bien. Mais le problème est venu à un moment où, quand il y a question d'argent, donc c'est vrai, on a fait les premiers essais, c'est top, c'est waouh. Moi, je sais que là, je vais décoller. Le projet est là. Je commence avec un premier artisan. J'ai vu ses premiers essais, c'est très joli. Je commence à faire d'autres commandes. Je lui fournis la matière première parce que je n'ai pas d'espace de travail. Mais j'ai l'argent, il peut prendre la matière première, travailler chez lui et me livrer. Je lui donne de l'avance. Le monsieur disparaît. OK. Et le monsieur disparaît, je l'appelle. Je me rappelle un jour, j'ai été invitée à Kigali pour un sommet où les femmes entrepreneurs de la région étaient invitées. Et moi, il fallait que j'emmène mes produits. Le monsieur, je l'ai téléphoné, il me dit, j'amène ça, je pense que c'était mercredi. Je prends vol vendredi. J'attends, il éteint le téléphone. Je dis, j'appelle toute la journée, il éteint le téléphone. Vendredi, je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît, je pars aujourd'hui à midi. Il me dit, je n'ai rien. Donc, je pars les mains vides, je me cache. Tu sais, quand tu es invité quelque part parce que tu as une innovation, mais tu n'as pas l'innovation. Je me cachais. Mais comment tu es partie? Oui, je suis partie, bien sûr. Et donc, j'ai laissé. Un jour, j'étais allée dans un centre de formation où j'ai trouvé un homme qui formait des jeunes en termes de vannerie. J'avais son numéro, j'appelle le monsieur, c'est la même histoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit j'arrête avec ces gens-là. Et j'ai essayé avec les femmes, les coopératives. Donc, des structures organisées où je savais que même si on me prenait de l'argent, je vais aller chez les institutions publiques et leur dire j'ai un problème avec tel. Et les coopératives, en majorité, ce sont des femmes. Et les femmes artisanes, pour moi, ce que j'ai aimé, et elles sont honnêtes. Elles ont été honnêtes jusqu'à maintenant. Elles sont honnêtes. Elles sont prêtes à apprendre. Elles étaient prêtes à apprendre. Elles continuent. Parce que moi, je leur montre, par exemple, des photos. Je leur dis, est-ce que vous pouvez me faire ça? Parce que je sais qu'ailleurs, on l'a fait. Et j'ai confiance en leurs compétences. Et elles sont prêtes à écouter, à s'asseoir et à réfléchir avec moi. Donc, c'est comme ça l'histoire. Je travaille avec 140 femmes et 5 hommes. Dans la coopérative, il y a 5 hommes quand même. Donc, ça, c'est à Bubanza. Je travaille avec une dizaine de femmes à Gitega, mais le partenariat n'est pas assez fréquent parce que c'est une région un peu éloignée. L'accessibilité est encore assez difficile, mais elles ont des compétences. Que moi, je dis, nous avons des personnes, des artisans burundis qui ont des compétences extraordinaires, mais parce qu'elles vivent dans des régions reculées, on n'arrive pas à exploiter convenablement, à vendre ce que leur font. Donc, il faut des fois ce pont-là. Il faut ce pont-là entre peut-être des entrepreneurs comme nous qui ont besoin de leurs services et eux et elles ou eux à l'intérieur du pays pour faire cette collaboration. C'est gagnant-gagnant. Eux, leurs revenus sont améliorés. Nous aussi, on a nos produits, on arrive à vendre. C'est un partenariat, en fait. C'est un partenariat et
Oui, donc moi, je les vois grandir tous les jours avec moi parce que j'aime les challenger. Je sais qu'elles peuvent mieux faire. Mais elles n'ont pas les téléphones comme nous. Moi, je peux aller à Pinterest, je peux aller à Instagram, je peux Google, j'ai tout. Mais elles n'ont pas. Donc, pourquoi pas? Elles ont peut-être leur téléphone WhatsApp, quelques unités pour pouvoir se connecter, et des échanges comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Je leur aussi permets d'avoir des formations parce qu'entre elles, il y a par exemple une qui sait faire la teinture et d'autres qui ne le savent pas. Alors que c'est essentiel dans leur travail. Ce qu'on fait, on organise des formations de 10. Celle qui est mieux avancée, pourquoi ne pas partager avec les autres? Parce que nous aussi, ça nous revient qu'on a de plus grosses commandes et qu'on n'a qu'une seule personne qui a la seule compétence. Donc, on essaie tous de gagner ensemble. Ok, c'est vraiment très intéressant, mais tu vas vraiment m'excuser, je vais me permettre de te poser une question. Est-ce que tenir tête à des hommes, surtout lorsque ces hommes ont un âge un peu beaucoup plus avancé, tu es jeune fille aujourd'hui, burundaise, avec tous les préjugés qu'on a ici dans notre société, est-ce facile? Moi, quand je travaille, je ne me définis ni femme ni homme. Je fais ce que j'ai à faire. Wow. Donc, peu importe, on m'a appris des valeurs, le respect, l'écoute, l'humilité, c'est tout. C'est pas important que je sois une femme, c'est pas important que je sois un homme. Donc, quand je suis devant une personne, adulte ou pas, je lui montre le respect, mais je te promets que je ne vais pas accepter que la personne me dénigre parce que je suis une femme. Et des fois, je le fais ressentir. Si le monsieur le fait, moi, je le lui dis. Et j'ai pas honte de le dire. Donc, c'est important. Et moi, je trouve que c'est aussi une éducation qu'on devrait donner aux femmes, aux jeunes filles. Parce que ça ne veut pas dire qu'être une femme autonome, ça veut dire que c'est une femme ningari, non. C'est juste faire ce qu'on doit faire avec son rêve. Parce que moi, je rêve d'être entrepreneur. C'est pas le rêve d'une autre fille. Peut-être elle rêve d'être femme au foyer. Si c'est ce qu'elle veut, il faut qu'elle soit cette femme au foyer. Mais si elle veut être banquière, si elle veut être fonctionnaire, je ne sais pas, directrice, avoir une organisation comme Africalia, il faut qu'elle le fasse. Donc, pour moi, c'est vraiment garder ces valeurs-là. Et on a plein de valeurs burundaises, l'humilité, le respect, l'écoute, l'honnêteté, et c'est tout. Je pense que ça suffit pour un homme, pour une femme. C'est la base. Ok. Merci beaucoup, Katia. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des valeurs. Donc, peu importe que ce soit homme ou pas, faire ton travail, ne pas accepter de se faire dénigrer, faire ce qu'on doit faire. C'est là où je vais revenir vers Karine. Karine, donc, nous savons la société dans laquelle nous vivons. Comment vous surmontez les stéréotypes de genre et les préjugés lorsque vous recherchez un financement ou même dans vos activités au quotidien? Pour te répondre, je vais rejoindre le propos de mademoiselle Katia. Tout dépend de l'éducation qu'on a eue. Comme le disait tantôt Nadège, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille, on n'est que des filles. Et on a eu la chance, nous aussi, d'avoir un père qui ne nous a pas définis, qui ne nous donnait pas des travaux qui étaient, je dirais, spécifiques aux femmes ou aux hommes. Et on a grandi, je me rappelle, notre père nous disait, écoute, tu dois apprendre à nager parce qu'à un certain moment, tu peux être en fuite ou bien tu peux vouloir aller sur l'autre côté. Tu dois apprendre à nager pour parvenir à l'autre côté. Il nous dit, écoute, il faut que vous appreniez à cuisiner, non pas parce que vous êtes des femmes, mais parce que tu as un estomac, il a besoin et tu dois apprendre à faire la propreté parce que il faut que l'endroit où tu sois propre. Et comme le disait Katia, moi, en grandissant et même maintenant, là où j'en suis, je ne me définis... Oui, je suis une femme, mais avant d'être une femme, je suis un être humain. Avant d'être une Burundaise, je suis un être humain. Avant d'être une
une femme africaine, je suis un être humain. Et je parle un langage humain. Et quand les femmes me voient, quand les enfants me voient, je parle d'abord un langage humain. Et là, parler de respect, je montre du respect je montre du respect aux animaux. Ma grande sœur, elle sait que j'aime les animaux. Je montre du respect je montre du respect à tout être vivant, qu'il soit animal, qu'il soit humain, qu'il soit même végétal. Je montre de l'amour aux êtres animaux, aux êtres humains. Et quand tu apprends à d'abord te définir comme être humain, que tu sois, oui c'est vrai, nos sociétés, nos cultures, si tu as un blanc, ce que tu vois, si tu vois un noir, une femme africaine devant toi, directement elle est noire ou elle est africaine. Mais si toi tu ne mets pas en avant, je dirais, ton identité africaine ou bien ta féminité, et si tu parles un langage humain, eh ben celui que tu as devant toi, ça devient beaucoup plus facile. Et quand je suis à la recherche de financement, Madame Nadège l'a aussi souligné, je mets en avant le produit que je propose. Je mets en avant la solution que mon produit va apporter. Je montre l'avantage d'avoir un tel service ou un tel produit dans notre pays. Et ça rend moins difficile et moins non, ça, les barrières, elles sont la barrière femme, parce que quand tu mets en avant que tu es une femme, là c'est un barrière. Quand tu mets en avant que tu es une africaine ou bien une burundaise, mais quand tu mets en avant que tu es un être humain et que tu as un problème, tu as plein de manger, moi j'ai de la nourriture qu'il te faut, et ben là ça devient plus facile. Et bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous sommes des Burundais, nous avons grandi avec des préjugés. N'empêche que même si tu parles, même si tu mets en avant tout ce que j'ai dit, des fois, c'est pas facile d'avoir accès au financement parce que justement tu es une femme. Et là, je dirais, ce que je fais généralement, c'est que je m'associe à VAB. Je parle aux autres femmes qui ont passé par là avant moi et me disent, écoute, fais comme ça. Et puis, voilà. Et en tout cas, jusqu'ici, peut-être parce que mon entreprise n'a pas... On en est encore à des micro-projets. On cherche des financements qui ne sont pas quand même assez conséquents. Et peut-être quand on en arrivera à vouloir vraiment des financements assez gros, ça peut poser problème. Mais jusque-là, maintenant, en tout cas, j'ai les questions de préjugés, ils sont là, mais jusqu'ici, c'est surmontable. Ok. Merci beaucoup, Karine. Donc, si on peut surmonter ça, c'est que vraiment, en tant que femme, on peut toujours travailler, on peut mettre en place notre entreprise et essayer donc de grandir, quoi. C'est là où je veux revenir chez Madame Dorine. Quels sont vraiment les principaux défis que vous rencontrez dans vos efforts donc, de promouvoir l'inclusion financière des femmes entrepreneurs dans tous les pays donc, où Africalia opère? C'est pas tellement par rapport aux femmes, c'est par rapport au fait que ce sont des gens issus du secteur culturel. Et je pense qu'on l'a tout dit déjà sous différentes formes, mais le secteur souffre d'un déficit d'image quelque part, ou guéné comme elle disait, où, voilà, on est des amuseurs de rue, on n'est pas très sérieux, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et je crois que toute la question, quelque part au niveau des différents écosystèmes dans lesquels on opère, c'est de travailler sur
sur cette image, donc de montrer que nous aussi, on peut contribuer au développement du pays, mais également, comment dire ça, il y a la question des datas. Le problème, on a un problème, mais c'est dans tous les pays, hein, c'est pas une question burundaise, hein, parce que je sais que le Burundi a tendance, ou le Burundi a tendance à croire qu'il a tous les problèmes de la terre, mais il y en a d'autres aussi. Au fait, on n'est pas en mesure de pouvoir prouver de quelle manière on contribue d'un point de vue économique, d'un point de vue social, au développement du pays. Et c'est les datas qui nous manquent. Et donc, je ne sais plus, tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui disait qu'elle étudiait les statistiques. J'ai dit, mais c'est super, parce que c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Et donc, comment est-ce qu'on va aller voir un banquier et lui dire qu'il faut investir dans un projet, dans une entreprise ICC, dans un projet culturel, qui va nous regarder en disant mais vous contribuez à quoi vous? Moi, si je mets 1 euro, est-ce que je récupère 3 euros après? Enfin voilà, ces questions, elles vont être très pragmatiques. Est-ce que quand je mets de l'argent dans ton entreprise, tu es capable de mettre combien d'emplois en place, combien d'emplois tu es capable de créer? Donc c'est toutes des choses auxquelles il faut pouvoir répondre, et au plus nous faisons des programmes, au plus nous nous attachons quelque part à identifier quelque part quels sont ces différents défis qui empêchent le développement des ICC, mais aussi quelles sont les réponses qui peuvent être apportées par différents intervenants. Donc évidemment, il y a les pouvoirs publics qui doivent aussi jouer leur rôle, dans le sens ils doivent permettre qu'on ait un cadre quelque part normatif, légal, dans lequel on peut travailler, c'est-à-dire aussi reconnaître le statut de l'artiste et reconnaître que les gens qui travaillent dans le secteur culturel et artistique sont aussi des actifs au niveau emploi, et reconnaître aussi quand même la part d'informel, parce qu'au fait, dans le secteur culturel, il y a beaucoup d'informel, mais l'informel fait vivre beaucoup de nos pays, hein, sur le continent africain. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté forcément. Et donc il y a une adresse par rapport au pouvoir public, il y a une adresse évidemment par rapport aux partenaires de coopération, au PTF, évidemment, pour pouvoir mettre de plus en plus des programmes d'appui au développement des ICC dans les pays, pour leur valeur de contribution en termes économiques, sociaux et tous les autres domaines. Même au niveau de l'environnement, ce qu'elle fait, je suis désolée, c'est une question environnementale qu'elle traite, mais par le biais de la culture, de l'artisanat. Et donc, à un moment donné, il y a cette adresse-là par rapport au PTF. Il y a une adresse, évidemment, par rapport aux entreprises, aux institutions financières, dans le sens, on a besoin, et elle a dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble à des mécanismes d'appui, en tout cas à des produits financiers qui soient adaptés au secteur? Mais pour ça, il faut nous entendre. Mais de nouveau, je reviens à la question des datas. Si on va les trouver qu'on n'a pas de data, pourquoi est-ce qu'ils vont commencer à réfléchir à mettre en place des produits financiers pour nous? Mais l'autre chose qui leur pend aussi au nez, souvent je leur dis en les taquinant, c'est qu'à un moment donné aussi, à l'époque, il n'existait pas la banque agricole, la banque de l'habitat. C'est parce que vous ne les avez pas écoutés qu'ils sont partis créer leur truc. Nous aussi, vous ne nous écoutez pas. On va aller créer notre truc si ça continue. Donc c'est ce qui leur pend aussi au nez. Et alors il y a une adresse par rapport aux opérateurs culturels et aux artistes. C'est pas tabou de parler d'argent. C'est pas tabou de dire qu'on peut créer de l'emploi, qu'on peut gagner de l'argent. Mais il faut aussi des fois adopter un langage quand on va aborder ce type de personnes, que ce soit les PTF, les pouvoirs publics ou les institutions financières ou autres. Il n'y a qu'une manière qu'ils entendent, et il faut apprendre leur langage. Un jour, peut-être, on les amènera aussi à un point de convergence pour qu'ils entendent notre langage à nous. Mais des fois, il faut que nous... Et ça veut dire... On en revient à la question des ressources humaines. Donc, si j'ai une entreprise, si j'ai une boîte une organisation culturelle, il n'y a rien qui est mauvais d'avoir un directeur financier, un comptable. Au contraire... Je vous encourage à le faire parce que ça vous apporte aussi de la crédibilité. Quand tu vas voir un financier et que tu lui montres tes comptes et qu'ils sont corrects, tu lui dis quand même, elle suit ses comptes, elle peut me dire sa structure de coût, c'est comment, mais ça apporte de la confiance par rapport... Voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là sur lesquelles nous, on s'attache à travailler quelque part dans les différents programmes. On n'aborde pas toutes les mêmes questions dans les différents pays d'intervention parce qu'il y en a évidemment certains qui sont à un niveau de maturité aussi un peu plus grand et où les politiques entendent
et comprennent ce que veut dire investir dans la culture, parce que ça aide le tourisme aussi. Moi, je le dis souvent, il n'y a aucune personne qui va prendre un vol pour aller manger la cuisine d'un gastronome perdu au milieu d'une colline, ou parce qu'il fait super bien la cuisine, ou parce qu'il va juste voir les paysages. Non, on va dans un pays, si je fais un tourisme d'affaires, si je viens pour 2 jours parce que j'ai un sommet, je vais rajouter 1 jour parce qu'il y a un musée à voir, parce qu'il y a une pièce de théâtre à voir, parce qu'il y a un festival extraordinaire. Il y a des gens qui prennent l'avion pour aller à Nyégué en Ouganda. Ouais. J'invente pas. Moi-même, les gens de mon staff, ils prennent l'avion pour aller. Si vous allez où? Mais nous, on va à Nyégué. Ou ils vont à un festival au Ghana. J'ai what? Donc voilà, c'est pour dire, le tourisme aussi, c'est un des secteurs qui, pour nous, est le plus apparenté aussi avec la culture, et où on a des liens à faire parce qu'ils ont besoin de nous. Okay. Karine, tous les éléments, tout ce qu'elle vend, tout ce qu'elle produit, moi, je voudrais bien voir comment le tourisme va se passer de ses produits. La même chose pour Katia. Donc, il y a des intelligences aussi à faire au niveau de ceux avec qui on dialogue, parce que pour moi, le développement du secteur culturel n'est pas l'apanage simplement du ministère de la Culture. Au contraire, il faut faire le ministère de l'Économie à côté, des PME, de l'Éducation. Tout le monde doit être ensemble pour pouvoir définir des stratégies. Donc voilà, moi je pense que c'est un tout. Et Africalia, dans certains pays, on est à certains niveaux d'intervention. Voilà, un petit peu. Ok, merci beaucoup. Je suis longue, hein. Non, ça va. En tout cas, c'est très intéressant comme discussion. C'est là où je veux revenir chez Madame Nadège un peu. Donc, on disait que vraiment avoir des ressources humaines, c'est vraiment nécessaire lorsqu'on est une entreprise culturelle, c'est vrai. Mais ma question est, quelles sont les compétences ou les qualités que vous estimez essentielles chez les dirigeants d'entreprise pour vraiment obtenir avec succès un financement? Alors, la structure d'une entreprise, comme elle le disait, c'est d'abord pour être, on va dire, le propriétaire de l'entreprise, il a besoin d'avoir un leadership. Mais si vous dites pour avoir un financement, comme je le disais tantôt, les peu de gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu aider, la première fois que tu lui demandes, tu as besoin de combien? Il peut te dire facilement entre 8 et 15 millions. Tu vois, lui-même, il n'a pas d'idée de combien d'argent il a besoin. Donc, ce dont on a besoin en tant que propriétaire d'entreprise, on a besoin de comprendre notre business. Je suis à quel what stage de l'entreprise? Cet argent j'ai besoin. Est-ce que c'est peu d'argent que je peux essayer de trouver moi-même ou j'ai besoin d'aller vers la banque? Je vais aller chez quelle banque? J'ai besoin de quel montant? Pour faire quoi? Je vais remplacer comment? Rembourser comment? Okay. Donc, toute personne qui a une entreprise, l'étude, il a la responsabilité de faire l'étude approfondie de son business pour pouvoir le vendre et être sûr que l'entreprise est rentable. Et je dirais, malheureusement, au Burundi, la grande majorité des crédits que les gens prennent et que les banques donnent facilement, ce sont des crédits sociaux. Donc, tu prends un crédit, tu construis ta maison, tu vas habiter dans la maison, tu passes autant d'années, 20 ans en train de rembourser, après tu pars en retraite. Donc, si on avait cette culture, même d'essayer de prendre des crédits plus pour des besoins économiques. Donc, j'insiste sur ce fait. Les banques sont là pour vendre de l'argent. Les banques n'ont aucun intérêt à ne pas nous donner de l'argent parce que c'est leur business. Mais je pense qu'on n'a pas été éduqué ou qu'on n'a pas besoin d'être éduqué. Nous voulons la rapidité, la facilité. Hein? Je vais à la banque, tu me donnes mon argent, je ne sais même pas ce que je vais faire avec l'argent, c'est tout. Donc, il faut que chacun qui est à la tête d'une entreprise puisse prendre le temps. Si c'est une formation, investissez dans ces formations parce que ce sont ces formations qui vont vous ouvrir les portes pour avoir accès à ces crédits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nadège. Donc, je crois que vraiment, on risque de loger ici. Et c'est pour ça qu'on va essayer de faire bref. Donc, Madame Dorine, donc on va essayer de dire un dernier mot.
Mais donc, répondre à ma dernière question, tout le monde. Donc, je commence par Dorine. Auriez-vous des stratégies que vous envisagez mettre en place ou en œuvre prochainement? Donc, là, je parle avec Africalia pour renforcer le soutien financier, donc pour permettre l'accès aux ressources chez les femmes du secteur culturel. À envisager ou bien c'est Non, pas non, nécessaire? mais comme je disais, on n'en a pas spécifique aux Ouais. femmes et c'est pas à l'agenda. Mhm. Mais dans le cadre d'un programme que nous menons, on est lead du programme d'entrepreneuriat culturel et créatif de l'Agence française de développement. Donc c'est sur une dizaine de pays sur le continent africain. On accompagne 30 entrepreneurs, mais en passage à l'échelle. Là, il y a vraiment un point d'attention vraiment sur les candidatures féminines et tout ce que je dis par rapport aux responsabilités et à pas mal de choses. Et donc ici, l'appui est calibré. Donc voilà, mais bon, le programme a commencé, il est en cours et on en a pour plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, après, je veux dire, les programmes d'Africalia continuent dans les pays d'intervention où nous sommes. Au Burundi, c'est vrai qu'on arrive à la fin avec le projet européen, mais nous, dans le cadre des financements belges, on a bon espoir en tout cas d'être présents, de pouvoir développer des programmes jusque fin 2026. Donc voilà, et puis ça doit rester à l'étude. Je pense qu'aujourd'hui est une bonne base. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses. J'encourage l'idée du réseau des femmes. Je crois que la base de l'activité de l'initiative qu'a lancée Nadège, moi qui m'a beaucoup plu, moi Nadège je l'ai rencontrée sur LinkedIn et aujourd'hui physiquement. C'est grâce à cette activité, ça m'a beaucoup frappée. Je me suis dit waouh, c'est super. Et donc je pense qu'elle elle a lancé quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on se raccroche tous parce que voilà. Une des choses aussi, être ensemble, c'est s'appuyer les unes les autres pour que nos activités grandissent et que vraiment il y ait émulation pour les autres à venir. Donc je crois que s'il y a nécessité d'avoir un réseau, c'est déjà ça. Partager cette information et puis nous tirer les unes les autres. Donc moi, j'encourage beaucoup à se rattacher à son initiative en tout cas. Donc voilà, et encore merci beaucoup pour ce partage parce que c'était très enrichissant et j'étais contente d'être dans un panel avec des femmes inspirantes et inspirées. Merci beaucoup. Donc, Katia, donc, la dernière question, c'est quelles sont les recommandations donc, que vous donneriez aux différentes institutions pour améliorer cet accès des femmes entrepreneurs aux ressources? Merci, ce n'est pas une question très facile, mais je pense que les premières institutions, ce sont les institutions publiques, sont en charge de la culture et sont en charge du genre. C'est vraiment de permettre la mise en place de ces plateformes, que ce soit ces fonds de financement pour l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat dans le secteur culturel, pourquoi pas avec un accent sur les femmes. C'est aussi... pourquoi pas la mise en place de ce réseau des femmes qui peut être fait par le secteur public ou aussi par d'autres initiateurs du secteur privé, des entrepreneurs ou des organisations d'incubation, d'accélération pour les entrepreneurs, mettant en accent vraiment cet accent sur l'entrepreneuriat féminin. Une autre chose, ça revient aux organisations ou à les institutions qui sont dans la promotion du genre, vraiment d'insister sur la lutte contre les violences basées sur le genre qui se retrouvent aussi dans l'entrepreneuriat, un peu plus dans les régions rurales, mais qui peuvent aussi nous rejoindre aussi. Oui, et le reste, c'est quoi? C'est sensibiliser les femmes, leur dire qu'elles ont le droit de vivre leurs rêves. Elles ont le droit de vivre leurs rêves et aussi leur dire que d'éliminer le dicton qui dit « je n'y crois pas du tout, je n'y ai jamais cru ». Et je pense que c'est un truc qui a été partagé de génération en génération, qu'on y a cru bêtement et en fermant les yeux. Ouais. Avec ça, je suis sûre que l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat des femmes dans le secteur culturel, bientôt sera à un autre niveau, parce que ça nous permettra de partager des opportunités, d'avoir des partenariats, de plaider pour notre secteur.
Oui, merci. Merci beaucoup, Katia. Donc, ouais, abagore ntibemerana, mais il monte parce que James ndabemera. Donc, donc on va continuer avec Karine. La dernière question. Là, on parlait des institutions, mais quelles sont vraiment les recommandations que vous donneriez aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat culturel? Ok. J'adore la devise de Africalia. La devise de Africalia, c'est Creativity is life. Et la nôtre, la mienne, dans notre entreprise, c'est Inspiring Creativity through Art. Dans ce que nous faisons, nous voulons vraiment inspirer la créativité. Parce que au Burundi, en Afrique en général, la créativité, alors qu'elle est vraiment la vie, creativity is dead. Et ma recommandation pour les femmes qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat culturel et créatif, c'est soyez créatifs. Soyez créatifs. La deuxième recommandation, c'est soyez be brave. Parce que la créativité, c'est un peu sortir de l'ordinaire, c'est sortir des sentiers battus, c'est sortir de ce qui est, de ce qui même peut-être sera. Et c'est de créer quelque chose. Ça demande du courage. Et c'est d'être patient. Ça demande de la patience. Et c'est aussi d'être authentique. Sois toi-même, sois vraiment authentique. Et voilà. It's be brave, be patient, be creative and be authentic. Merci. Ok, merci beaucoup Karine. Donc, on a tout compris. Soyez créatifs, soyez braves, soyez patientes, soyez authentiques. Bien noté, Nadège. Ouais. Tu vas nous permettre de clôturer donc, notre panel aujourd'hui. Mais je crois que... Attends, je veux voir. Est-ce que vous avez des questions? Hey, un monsieur en plus. Donc, on va leur permettre de nous poser des questions. Donc, un dernier mot comme ça, on leur donne la parole. On va accepter donc qu'ils nous posent des questions. Ouais. Ok, mon dernier mot, je vais le dire en kirundi. Uri muto, uri mukuru, uri umugore wavukiye ahariho, peu importe quelque chose. J'ai réalisé avec le temps que twese on a des rêves. Nimba bishobora gukwigwa mu mutwe wawe. Nimba bishobora gukwigwa bikinjirayo. Dites-vous que en réalité bishobora gukunda. Wow. C'est mon dernier mot. Nimubigumize mu mutwe. Bisohore tubibone. Thank you. Clair et précis. Vous avez entendu? On rêve grand. Osez grand. Merci beaucoup. Toi, tu as retenu la leçon avec le Stade de France qu'on va remplir bientôt. Mais ça, c'est son rêve et c'est le rêve qu'il nous partage depuis longtemps. Un des grands comédiens Burundi qui va remplir le Stade de France. Ouais, stand-upper? Ok, merci Hippolyte. Alors, la première question, on la donne à Hippolyte. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Hippolyte Bakari, artiste humoriste, cofondateur de Boudia Comedy Club et directeur artistique. Voilà, alors j'ai noté beaucoup de choses, mais ma première question va s'adresser directement à Madame Dorine, celle d'Africalia. La question va se poser d'une manière, d'abord pour les femmes entrepreneurs aussi qui sont au Burundi, dans le domaine culturel. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent au Burundi, mais c'est beaucoup plus pour les nationaux. Pourtant, il y a des étrangers qui sont au Burundi et qui veulent aussi s'investir plus au Burundi. Alors, qu'est-ce que ces gens-là peuvent bénéficier du pays, sachant que, voilà, par exemple, le PASAC, il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé, mais on leur disait « Non, c'est pas pour vous, c'est pour les nationaux ». Que faire dans ce genre de cas? Ok. Donc, on vous accorde une question, comme ça, ça répond directement, comme ça va être fluide, quoi. C'est une très bonne question, mais nous, on a eu un mandat, c'était
un projet d'appui au secteur de la culture au Burundi. Et donc, on nous a demandé à ce que ce soit des nationaux. Donc, nous sommes exécutés. Dans le chef des projets d'Africalia, par ailleurs, dans les autres pays, nous, le plus important, c'est que les structures soient enregistrées dans le pays où elles souhaitent opérer. Alors, du coup, peu importe la nationalité. Ici, c'était assez particulier dans le cadre du PASAC, mais par exemple, le programme que j'ai, Afrique Créative, le programme dont je parlais, qui est financé par l'Agence française de développement, l'essentiel, c'est que si tu dis que tu es au Maroc, il n'y a pas de problème, mais l'entreprise doit être enregistrée au Maroc. Et donc, voilà, donc, peu importe que ce soit français, congolais, burundais, il faut que l'entreprise soit enregistrée au Maroc. Et que aussi, le but, elle bénéficie au développement du secteur des ICC au Maroc. Donc, c'est l'exemple que je donne. Ici, c'est vrai que c'est une question qu'on nous a souvent posée, mais bon, voilà, on essaie aussi de répondre au cahier des charges qu'on nous avait donné aussi. Donc, voilà. Une autre question? Ça va? Vous êtes satisfait? Et il a une deuxième question, donc... Ok. La deuxième, c'est beaucoup plus une recommandation, si cela va se faire, c'est faire comprendre aux artistes et aux nouveaux opérateurs culturels, parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus, surtout que nous autres, déjà avec les Comédie Club, qui est très nouveau aussi au Burundi dans le domaine de l'humour et du stand-up au niveau du Burundi, c'est faire comprendre que les entreprises culturelles, c'est les entreprises comme d'autres et qui doivent avoir des métiers comme vous l'avez dit, mais il faut vraiment que tout le monde arrive à comprendre, et c'est là avoir un business plan et essayer d'avoir plus de formations, de créer plus de formations pour tout le monde et plus de conférences pour que tout le monde arrive à comprendre, c'est là du jour au jour, quoi. Merci beaucoup, Hippolyte. Non, je crois qu'il y a une question. Ok, vous m'aidez un peu à donner le micro. Oui. Malheureusement, on va vous écouter même. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Ça va? Ça va. C'est Odette Christelle de l'association culturelle Abagumyabanga. Ma question s'est adressée, c'est à Dorine, mais aussi aux autres. Par rapport à Dorine, c'est par rapport, par exemple, vous avez dit qu'il y a des programmes qui sont pour plusieurs pays d'Afrique. Il y a le Burundi, il y a les autres. Et puis, on voit le programme qui va se clôturer de PASAC demain. Et puis, on sait qu'il y a dans les autres pays que ça continue. On sait qu'au niveau du PASAC, il y avait les bourses de mobilité, dont j'ai été même bénéficiaire. Merci. Et je demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes que vous aviez mis en place qui concernent l'immersion culturelle? Par exemple, ceux du Burundi qui vont aller, par exemple, au niveau de Dakar ou bien au niveau des autres pays pour pouvoir regarder comment est-ce que ça se passe et y passer un peu plus de temps, par exemple, pour pouvoir acquérir des connaissances par rapport à la formation de ce que l'on fait, ou bien par rapport aussi à comment est-ce qu'on met en œuvre cela pendant un temps déterminé. Et aussi, donc ça, c'est par rapport aux différents programmes dans le secteur de la culture, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les autres qui concernent la comédie, l'humour, ou bien même dans les danses, dans les cultures. Et c'est ça. Et par rapport à Katia, elle a dit que son projet, c'est par rapport aux provinces, là où vous avez beaucoup plus commencé, c'est les provinces de Kayanza. Bubanza, ah oui, c'est Bubanza. Et puis, tu as parlé aussi de Gitega. Est-ce qu'il y a aussi des échanges de ceux de Kayanza, par exemple, qui vont quitter là-bas pour aller, par exemple, voir ce qui se trouve à Changuzo, dans le but de prendre des talents de Changuzo, par exemple, et ceux de Kayanza, de Bubanza vont enseigner ceux de Changuzo dans le but aussi, c'est l'immersion toujours de savoir partager les connaissances et aussi agrandir le réseau dans le sens là. Voilà, c'était ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous répondez? On prépare la dernière question. Merci Odette pour la question. Pour dire vrai, on n'a pas ce genre de programme ou ce genre d'activité, mais c'est une belle contribution à laquelle on n'y avait jamais pensé. Peut-être que dès aujourd'hui, peut-être on va commencer à penser à un tel programme
comment pouvoir le financer, comment pouvoir le faire. Mais je trouve que vraiment, c'est un truc, c'est très intéressant. À la prochaine fois, peut-être. N'oublie pas d'associer Odette lorsque tu vas y penser. Le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Propriété intellectuelle, n'oubliez pas les formations de passage. Exactement. Pour répondre à la question d'Odette, oui, on adorerait faire ce type de choses, mais c'est des moyens colossaux. On n'imagine pas... déjà, là, les bourses de mobilité, les personnes ne restaient que le temps du marché ou du festival. Hein. Mais une immersion, pour qu'elle soit correcte, il faudrait qu'elle soit de 1 mois à 3 mois. Et c'est un programme qu'il faut vraiment, où il faut vraiment trouver des moyens. Maintenant, on a des opérateurs avec lesquels on travaille dans certains pays, que ce soit au Burkina, au Sénégal ou ailleurs, qui mettent en place, eux, des formations, entre guillemets, de longue durée, comme ça, et qui ouvrent à toute la partie subsaharienne du continent. Et nous, dans l'appui que nous leur donnons, nous leur permettons de pouvoir, quand ils lancent un appel, de pouvoir sélectionner des participants de pays qui ne pourraient jamais faire venir là. Parce que si tu es au Burkina, faire venir un Ivoirien, un Sénégalais ou autre, c'est moins cher que faire venir un Congolais ou un Burundais, parce que là, vraiment, rien que le billet d'avion, tu as juste envie de te suicider. Et donc voilà, donc là, on va leur permettre de pouvoir faire venir ce type de participants d'autres pays, et parce qu'ils ont aussi d'autres financements, de pouvoir leur permettre de rester beaucoup plus longtemps. Mais nous, on ne va pas mettre spécifiquement Africalia en place ce programme, parce qu'en termes de logistique, d'organisation et de chercher des fonds, c'est colossaux. Par contre, eux le mettent en place parce qu'ils ont compris la nécessité de pouvoir mélanger quelque part ces énergies créatrices du continent au travers de modules de formation un peu plus longs. Et donc là, à ce moment-là, on intervient à ce niveau-là. Donc, par exemple, je parle d'un programme que pas mal de Burundais ont déjà bénéficié au niveau du théâtre, qui s'appelle les Récréatrales. Donc, ils ont un programme Élan entre 2 éditions sur la scénographie, l'écriture de texte, la mise en scène. Mais après, voilà, il faut candidater. Les critères de sélection sont assez élevés, mais ils vont avoir une attention particulière par rapport à une partie de continent qui n'a pas facilement accès à eux. Donc voilà. Mais sinon, oui, moi, je rêverais de mettre en place des immersions un peu plus longues, mais à un moment donné, c'est une question aussi de moyens pour Africalia. Donc voilà. Amen. Bon, j'aimerais aussi rajouter sur ça, pour rebondir sur ça. Odette, il y a des opportunités qui sont là. Donc, c'est vrai, Africalia n'a pas ce genre d'opportunités, mais il y a d'autres qui ont des opportunités pareilles. J'en suis tellement parce que l'année dernière, j'ai participé à Access. Access, qui est une sorte de festival. On te fait des formations 3 mois à l'avance en ligne. Mais une fois à l'approche du festival, tu as 10 jours, vous avez 10 jours à travailler sur terrain. Donc, vous êtes vraiment en totale immersion. Et aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est étiqueté. C'est pour juste les femmes. Donc, vous voyez, vous êtes des femmes, rien que les femmes qui travaillent sur un festival. On vous forme juste pour ça. Vous êtes outillés sur ça. Donc, pour juste un peu dire, c'est pas juste Africalia, mais tu peux trouver des opportunités ailleurs. On ne sait jamais. Il faut toujours rester à l'affût des opportunités, mais aussi oser postuler. On ne sait jamais. Donc, tu peux toujours être retenu. Et pour embrayer, sur la page Facebook de PASAC, on a mis un point d'honneur à relayer un certain nombre d'appels pour des résidences, pour faire financer ces projets. Donc, il faut aller, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se passent sur tout le continent africain. Et de nouveau, je répète, je sais, le problème, c'est toujours l'accès à l'information. Donc, nous, on a mis un point d'honneur à pouvoir le relayer à cet endroit-là. Maintenant, si vous ne le trouvez pas là, Africalia associe ses réseaux sociaux. Et donc, nous, on essaye au plus que possible d'être un centre de ressources digitales, dans le sens où on poste tout ce type d'informations, parce que sinon les gens ne savent pas. Bon, malheureusement, on est encore dans des époques où les gens, quand ils ont l'info, ils la gardent pour eux, mais dites-vous bien que quand vous la partagez, vous grandissez vous-même. Alors, mesdames, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment. Non seulement que moi-même, ça m'a instruit, donc
Je viens vraiment de rentrer avec un bagage très intéressant. Donc, et aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas juste s'arrêter ici. On ne va pas juste le faire pour le mois de mars. On va continuer la bataille. Chers messieurs, préparez-vous. Donc, si demain je vous appelle, il faudra me répondre. Bolite, on va faire ça bientôt. Ok, merci beaucoup. Alors, merci au public d'être venu. Donc, applaudissez pour vous-même. Donc, je vous attends demain ou après-demain si j'ai un autre panel. Donc, venez encore une fois très nombreux. On va clôturer par ici, même si, donc, vous voyez, la régie des ondes ne nous a pas vraiment permis donc, de bien le faire comme on le voulait. Mais comme on est des artistes, on se débrouille toujours. Rentrez bien et à très vite. Merci. Ah ouais, merci à Vab. Ouais, Vab et Africalia, parce qu'on l'a mis ensemble donc, avec Africalia. Donc, mes remerciements encore une fois à Dorine. Donc, on avait fait une autre session en ligne, vraiment avec des femmes d'ailleurs, et c'était vraiment très intéressant. Malheureusement, on n'a pas vraiment fait l'enregistrement. Mais celui-ci, on va le faire parvenir à tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée.